que pouvez-vous dire sur cette affaire de mœurs qui concerne François Asselineau? Alors, je crois qu'elle est beaucoup plus importante qu'on le pense, cette affaire, parce que finalement, elle est révélatrice de ce que les milieux souverainistes, populistes, nationaux, appelez-les dissidents, appelez-les comme vous voulez, sont gangrénés par ce genre de mœurs et de personnages qui, vous savez, autrefois, on parlait des gens ayant des bonnes mœurs, du bon père de famille, etc. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une immoralité généralisée et que même on met en avant des gens aux mœurs contre nature, finalement. Il y a des gens parfois qui me reprochent de trop insister sur la morale chrétienne, le catholicisme, etc. Mais oui bien, cet exemple, et on pourra en citer beaucoup d'autres, montre bien qu'à partir du moment où on n'est pas la balise de la morale chrétienne, des 10 commandements, du bien et du mal, eh ben, vous avez ce genre de dérives sans précédent et qui sont lourdes de conséquences parce que, si vous voulez, mais 68 ne pose pas problème, oui, quand on est dans un tel état d'esprit et tout ça. C'est-à-dire que j'ai pu connaître, comme ça en passant, des militants de l'UPR, d'Asselineau, qui sont des gens très convaincus, très sincères. Il n'y a rien à gagner, l'UPR, hein, c'est un parti qui fait 1% des voix, il n'y a pas de mandat électif à gagner, donc c'est des gens qui sont sincères. Qui étaient parfois un peu fanatisés, il y a un côté gourou d'ailleurs. On en dira un peu, parce que souvent, le côté gourou est fanatisé, le gourou, souvent, soit son harem, soit un comportement odieux, et agit en pervers narcissique. Mais dans les gourous, vous avez beaucoup de pervers narcissiques. C'est le cas, par exemple, de Joël Labruyère, des brigandes, hein, selon le témoignage de toute une série d'anciens adeptes, où il faisait, comme Asselineau l'a fait à un de ses collaborateurs, dont il semble qu'il les harcelait fortement, ou lui demandait aussi de faire une lettre d'excuses, d'autodénonciation, etc. C'est typique des sectes, hein, les gourous, ça c'est un classique. Hein. On demande à la personne pour ne pas être... mais pour des problèmes avec la justice, pour dire, regardez maintenant, en fait, il a reconnu qu'il était bipolaire, qu'il était un cas psychiatrique, etc. Ça, c'est typique, hein. Moi, ce que m'avait dit d'anciens adeptes, me montrait des textes de Labruyère, on leur avait demandé de signer. C'est exactement ça. Et là, Asselineau, c'est pareil. Le mot qu'il a signé, c'est exactement ça. Enfin, je crois que c'est Soral qui dit dans le dernier Soral répond que, je veux dire, du Pont-Aignan est bisexuel. Bon, Marine Le Pen, on sait très bien que c'est la cage aux folles, le Trodel et tout ça, que même, je crois que Libération avait même sorti le nom de Bruno Bildeux, un de ses plus proches collaborateurs, qui avait été accusé par d'autres homosexuels de harcèlement homosexuel. Hein. Et dans le livre de Sophie Montel, elle raconte des choses inouïes. J'avais une fois au téléphone, elle m'avait dit, mais encore, je ne sais pas tout raconter. Le pire, je n'ai pas pu le dire, parce que mon éditeur ne voulait pas, parce que bon, il y a un risque de procès. Mais c'est des trucs inouïs, quoi. Les gens n'imaginent pas. Je ça va, quoi. Je veux dire, même qu'il fallait s'adonner à des choses impures et des contre nature pour pouvoir avoir une investiture, pour pouvoir avancer dans un poste, dans une fonction rémunératrice, etc. Enfin, des pièges qui étaient tendus à des gens, etc. Et des choses inouïes, si vous voulez. Inouïes. Bon. Il faut passer à la casserole pour pouvoir être intégré dans la structure, on va dire. Et s'agissant de Dupont-Aignan, il avait le président du Parti chrétien-démocrate, Poisson, sur sa liste, et au dernier moment, en arguant d'un prétexte tout à fait... fallacieux, oui. Un prétexte qui ne tenait pas doute, c'est un prétexte c'est forcément faux. Et il l'a éliminé, il a mis Jean-Philippe Tanguy, qui est du lobby LGBT. Donc on voit très bien que Dupont-Aignan, qui n'a jamais d'ailleurs été en pointe sur la question des mœurs, hein, je veux dire, la défense des bonnes mœurs, hein, et pour cause, bon, je veux dire, là c'est incroyable, il a dit ruiner sa campagne en faisant ça, mais il a préféré, compte tenu des inclinations personnelles, certainement, je veux dire, préféré aller dans le sens du lobby LGBT, plutôt qu'avoir des catholiques comme Poisson, qui lui ne nage pas dans le trouble, mais qui avait quelques convictions catholiques, même si c'est un démocrate chrétien, c'était quand même pas une radicalité inouïe, mais c'était encore trop pour une montée de oui. Donc si vous voulez, c'est quand même terrible au Grand Milieu à quel point ils sont gangrénés par des gens de cette moralité-là, et de ces mœurs-là. C'est effrayant. Et ça, si vous voulez, c'est dramatique, parce que déjà, bon, c'est condamnable sur un plan moral, dès lors qu'on croit à la morale naturelle, chrétienne, mais si vous voulez, au-delà de ça, lorsque vous avez des affaires comme celle-ci qui sortent, les militants sincères, désintéressés, ils sont déboussolés finalement, hein, et il y a beaucoup de gens qui fuient. Et donc, si vous voulez, même les critiques qui sont positives, qui sont juste sur l'Union européenne, tout ça, quand vous avez quelque chose comme ça, vous savez, ça détruit le mouvement. Ça décrédibilise. Complètement, ça dégoûte. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ça se divise en trois. Vous avez les gens qui sont dégoûtés, qui partent, les gens qui vont suivre Asselineau, parce que je veux dire, ils sont tellement inconditionnels qu'ils vont pas y croire. Et puis, il y a ceux qui vont prendre parti pour les accusateurs, les dissidents, la majorité du Bureau national, de l'UPR, etc. Voilà, c'est toujours comme ça. Mais à la fin, c'est une perte de substance qui est considérable, une perte de crédibilité. En plus, il y a des procès, il y a une plainte qui a été déposée, il y en aura peut-être d'autres, il y a des témoignages qui sortent. Bon. Et donc, affaire à suivre. Et puis déjà, qu'il faisait 1%, là, il va faire 0,5. Je me suis bien du plaisir, là, après un truc, après une affaire comme ça, bon. Et d'ailleurs, s'il y avait un peu de dignité, il démissionnerait. En France, ça n'existe plus, ça, oui. Démissionner au nom de la moralité.
quand vous lisiez les Asselineau Leaks, et il a reconnu que c'était vrai. Il n'a pas contesté la réalité des emails qu'il a envoyés, des courriels. Là, ça on dit, c'est hors contexte, mais quand on lit, c'est accablant. Quand je dis contexte ou pas contexte, où il raconte qu'il était éperdument amoureux de son frère. Alors, s'il devait dire à son collaborateur, il dit qu'il l'a étreint de manière extrêmement forte, bon, etc. Il raconte des choses. Il faut lire ça, je dirais. C'est public maintenant. Hein. C'est des choses vraiment abominables. Et on voit très bien qu'il a embauché, que selon toute vraisemblance, il a embauché des jeunes garçons pour pouvoir les harceler et les abuser. Et en plus, étant le chef, ayant une position dominatrice, en pervers narcissique, si vous voulez, en faire sa chose. C'est exactement ça. C'est quand même quelque chose qui est, à mon avis, pénalement répréhensible et moralement abject. Voilà ce que Asselineau, il le porte sur lui. Hein. Je crois que c'est Soral qui dit ça, mais c'est vrai, il le porte sur lui. Spiller me disait, mon collaborateur, il m'a dit, il a une tête de vicelard, de vicieux. De toute façon, il suffit de le voir, de l'entendre. Moi, je crois beaucoup à la morphopsychologie. C'est pas infaillible, mais je suis désolé. Quand on était en classe... On a la tête de ce qu'on est, un peu. Ouais, vous savez, je crois que c'est les traités de morale qui disent qu'en général, le vice s'inscrit sur le visage. Et bien, lui, je suis désolé, il suffit de le voir. C'est pour ça que moi, j'ai jamais tellement adhéré à son truc, parce que d'abord, l'Union européenne, c'est important, mais ce n'est qu'un élément parmi d'autres. Il y a d'autres sujets à traiter. Lui, c'était uniquement ça, et à mon avis, c'est insuffisant. Et deuxièmement, moi, une question de feeling, je le sentais pas. Je crois beaucoup à la morphopsychologie. C'est-à-dire, je me rappelle, quand on avait des professeurs, la première fois qu'ils rentraient en classe, quand je voyais quelqu'un qui avait un visage revêche, tout ça, assez antipathique, en général, je me disais, ça va être une peau de vache. Et 9 fois sur 10, c'était le cas. Hein. En général, un visage revêche avec une personnalité peu sympathique. Hein. Oui, vous sentez bien venir les coups de ce genre, j'ai remarqué. Il peut y avoir des exceptions, c'est quand même en général assez fiable. Bon. Mais si vous voulez, c'est pas ça le plus important. Mais c'est que si vous voulez, quand vous avez quand même dans cette affaire 20 membres du Bureau national sur 28, les gens que vous avez choisis, c'est lui qui les a choisis. Quand vous avez 20 sur 28, tous vos suivants de liste aux européennes, ACE était en tête, et les 7 suivants l'accusent là-dessus 20 sur 28, c'est-à-dire 13 délégués régionaux sur 15, des gens que vous avez nommés, ou choisis, qui ont été proches de vous, bon, avoir un complot gigantesque qu'il faudrait quand même prouver, ça me paraît quand même assez crédible. C'est pas comme si vous aviez un ou deux anonymes, ou un ou deux gris, etc. Là, quand même, si vous voulez, quand vous avez des majorités massives comme ça, les gens en plus qui sont engagés... c'est assez généralisé, et en plus ils sont proches, oui. Ils sont proches, pas une partie adverse. Il les a choisis, c'est un parti qui fait 1%, ils n'ont rien à espérer a priori, donc même si on a de l'ambition, ça ne tient pas. Pour moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'il n'est pas innocent dans cette affaire. Si vous voulez, c'est comme un juré, il entend les différentes parties, il fait ce qu'on appelle une conviction intime. Moi, j'ai la conviction intime qu'il n'est pas innocent, et je dirais que pour moi, ce qui est peut-être le plus convaincant, au-delà des emails qu'il a écrits sur un tableau, au-delà de toutes les signatures qui sont entre lui de proches, d'anciens proches, c'est sa défense. Et sa défense, moi ça m'a frappé, j'ai regardé toutes ces vidéos, ce n'est il se perd dans des considérations juridiques alambiquées, sur le fait qu'ils n'ont pas le pouvoir de donner cette démission, que c'est au Congrès de décider, aux adhérents, mais rien sur le fond. Il n'y a qu'une réponse sur le fond. Je suis désolé, si vous êtes calomnié... Oui, il est coupable. Si vous êtes calomnié sur des questions comme celle-ci, vous prenez à bras le corps la calomnie, vous lui faire rendre gorge à la calomnie communautaire, point par point, vous reprenez les accusations. Maintenant, je ne t'ai pas la tête à l'heure, je peux le prouver, que la police examine mon ordinateur, on verra bien mes mails, ce sont des faux. Là, mon accusateur, je vais en face à face avec lui, dans le blanc des yeux, voilà, on verra s'il est capable de répéter ses mensonges, point par point, je peux prouver, etc., que je n'ai pas dit ça, je n'étais pas là à telle heure, je m'avais ceci, etc. Voilà, on se bat, quoi. Alors que lui, avec une froideur, il est glacial, uniquement des questions juridiques. Pour moi, c'est la preuve. Oui, il a tout accepté. Ah bah, je veux dire, quelqu'un qui est innocent, il se bat. Surtout face à des choses aussi comme monstrueuses, quoi, aussi glauques. On se bat, quoi, dans ce cas-là, si on est innocent. C'est évident. Mais si vous voulez, ça, c'est un peu le problème du droit des associations, c'est que vous avez une majorité qui est contre lui, mais vous pouvez rien faire s'il ne veut pas démissionner. C'est aux adhérents à décider. Le problème, c'est que les adhérents, ils voient qu'Asselineau, en plus, il a découvert toutes les têtes qu'il dépassait depuis des années et tout ça. Bon, bah, il est évident que, je veux dire, ils ne voient que lui, bon, ils lui font confiance, etc. Ils sont trop fanatiques, ils s'en rendront pas compte. Oui. À mon avis, il sera réélu, hein, je veux dire, je pense, hein, parce que c'est pour ça qu'il veut absolument précipiter tout ça, pour pas que les gens aient tellement le temps de réfléchir, d'avoir conscience exactement de ce qui se passe, d'étudier les pièces du dossier. Et voilà, il fallait être au siège pour voir ce qu'il en était. Mais c'est comme Marine Le Pen. Les gens qui la voient que sur le plateau de télévision, elle peut faire parfois une bonne prestation, donc les gens disent elle est formidable, mais après, c'est lorsque l'on est au siège où est-ce qui se passe, qu'on voit que les mœurs sont effrayantes, les comportements sont effrayants, sont vieux, que là on voit, on change complètement d'avis, si vous voulez. Mais les gens, les lecteurs de base ou les adhérents de base, ils voient pas ça. Et ça le problème. Et c'est pour ça que je pense personnellement que dans le droit des associations, moi je trouve quand même que quand vous avez une majorité qualifiée de gens qui demandent votre démission, il me semble quand même qu'il devrait y avoir une obligation quand même, je devrais le démissionner, ou en tout cas au moins une mise en congé, au moins provisoire. Là tout est bloqué finalement. Ce sont des gens qu'il a choisis, je veux dire, bon, et qui eux sont au siège, voix, etc. Alors vous me direz, le problème c'est que, est-ce qu'on peut concevoir l'UPR sans Asselineau? Ben, c'est sûr que c'est un problème parce que, oui. Ben, c'est sûr que c'est un problème parce que, oui.
C'est lui qui l'a fondé. Il a fait en sorte que toutes les têtes qui dépassent soient éliminées, ce qui est un classique des gourous. Bon. Et d'autre part, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le cas des gens, il y a une certaine capacité intellectuelle, capacité d'exposition. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Il y a un néant qui est général. Donc, c'est une difficulté. C'est pour ça que j'ai l'impression que l'UPR, à mon avis, c'est mort. L'agonie peut durer quelques mois, quelques années, mais je veux dire, c'est fini, quoi, avec ou sans Asselineau. Mais vous voyez, comment un combat qui était quand même juste sur l'Union européenne, par des comportements moraux scandaleux, inacceptables, immoraux, je veux dire, finalement, on ruine tout, quoi. Donc, les gens qui me disent, finalement, il faut séparer la vie privée, la vie publique, ça n'a pas d'importance. Oui, mais finalement, après, ça rejaillit sur tout le mouvement, vous voyez. Et en plus, ça fait même changer des positions, parce que vous voyez, au Rassemblement national, avec tous ces invertis de là, ça devient notoire et public, donc c'est même plus de la vie privée, oui, c'est sûr. Oui, parce que là, quand même, quand on harcèle les collaborateurs et qu'on les embauche dans ce but-là, c'est quand même absolument ignoble, et c'est même délictueux. Hein. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui est absolument effrayant, mais je crois que c'est beaucoup plus répandu qu'on ne pense. De toute façon, dites-vous bien que dès qu'il y a un pouvoir, et pour assurer un pouvoir solitaire, un pouvoir absolu, c'est très difficile de ne pas tomber dans des dérives. Alors ça peut être des dérives autocratiques, de se montrer odieux et des collaborateurs, de se montrer méprisant, tout ça, et c'est vrai qu'il est odieux, il est sur lui, d'ailleurs, fondamentalement, il y a le fait que, en plus, vous avez des gens qui vous adulent. Et des gens qui vous adulent, je veux dire, c'est difficile parfois de garder les pieds sur terre, quoi, etc. Et donc, c'est pour ça, moi, je dis aux gens, méfiez-vous de tout ce qui est gourou. Gardez toujours une distance critique vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, parce que sinon, il faut faire attention à cela. Mais s'il reste, en plus, François Asselineau, disons qu'on peut s'en débarrasser assez facilement. Il suffit de refaire une seconde affaire du genre. Enfin, là, il est tenu, quoi. Surtout que là, il y a d'autres témoignages, plusieurs vidéos qui sont sorties. À mon avis, quand ça commence, ça s'arrête pas. Aussi. Il y a eu plusieurs plaintes en justice, il y a eu une main courante, il y a eu, bon, enfin, moi, à mon avis, c'est fini, hein, je veux dire, bon. Donc, ça, évidemment, comme la justice s'élance, ça peut traîner. Je ne sais pas si juridiquement ou pas, il sera condamné ou pas. Il semble quand même qu'il y ait du lourd, mais après, bon, au point de vue juridique, je ne sais pas, on ne sait jamais avec certitude ce que ça va donner. Mais enfin, souvent, les gens finissent par être condamnés quand même si ça prend du temps. Regardez, Balkany, regardez Fillon, il est quand même en mauvaise posture, il a en mauvaise posture. Même, à mon avis, parce qu'il y a les procès, touchant le Rassemblement national, leurs problèmes financiers, tout ça, ça m'étonnerait que ça finisse bien pour eux. En général, si vous voulez, vous avez des faits qui sont accablants, qui sont quand même précis. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a un moment donné, les juges qui soient de gauche, de droite ou du centre, rien du tout. Et à un moment donné, il y a quand même les dossiers, si vous voulez. Bon, et il y a quand même les faits. Donc, c'est la raison pour laquelle, moi, au-delà de l'affaire de Asselineau, ce que je trouve intéressant dans cette affaire, c'est de montrer qu'on ne peut rien sauver et rien construire sans morale. Bien sûr qu'on est tous pécheurs, on est tous imparfaits, on est tous critiquables, mais si vous voulez, il y a quand même un minimum. Quand vous êtes un personnage public, un responsable public, comme c'est son cas, et qu'on se comporte de cette façon, en faisant en plus des emails, les emails ça peut toujours traîner, la preuve. On fait quand même attention, on est quand même prudent. Avoir un tel comportement, si on veut se comporter comme ça, il ne faut pas avoir de responsabilité publique, parce qu'on détruit tout un mouvement. Et si vous voulez, tous ces gens n'ont aucun sens du bien commun, de l'intérêt général et de l'intérêt du mouvement. Et vous voyez, j'irai plus loin, le combat contre l'Union européenne, les arguments techniques que donnait Asselineau, ils sont justes, ils sont vrais, ils sont pertinents, ils sont travaillés, ils sont judicieux, mais le problème, c'est que la France soit dans l'Union européenne ou qu'elle n'y soit pas, si vous avez des Asselineau à sa tête, avec les mœurs d'Asselineau, les comportements d'Asselineau, vous savez, ça changera quoi, je veux dire. Si vous avez des satires, des progrès narcissiques, etc., avec ou sans le torchon de l'Union européenne, ce sera quand même une ignominie. Il leur ressemble, oui. Qu'elle soit de l'Union européenne ou qu'elle soit bleu-blanc-rouge, ça restera quand même une ignominie et un vomi général, hein, je veux dire, c'est tout, je veux dire. Donc, vous comprenez bien qu'au-delà de l'Union européenne, il y a quand même des principes moraux, des principes doctrinaux, il y a la foi, il y a la morale, il y a la religion, il y a la civilisation, il y a la tenue, il y a la maîtrise de soi, il y a tout ça, et c'est au-dessus, je suis désolé, je veux dire. Hein. La politique sans la morale sans la religion, moi je n'y crois pas, parce que, si vous voulez, rien ne tient debout. Et ce que je voudrais dire aujourd'hui, je ne crois pas qu'on puisse rétablir la France, au moins l'Europe, l'Occident, sans retour à des valeurs morales auxquelles on croit profondes et des principes moraux, des principes intangibles. Et je ne pense pas qu'on puisse revenir à ces principes intangibles moraux sans croyance religieuse forte, sans conviction religieuse forte, c'est-à-dire sans la foi. C'est évident, ça, je veux dire. Et aujourd'hui, si tout part à volo, c'est tout simplement parce qu'il n'y a plus de religion, il n'y a plus de morale, et il n'y a plus de morale parce qu'il y a un théisme pratique, donc les gens se disent, on ne croit plus à l'enfer, ne croient plus au fait qu'il y aura des comptes à rendre à notre Créateur et souverain Maître lorsque on prononcera notre nunc dimittis, lorsque on quittera ce monde, ils font n'importe quoi. La peur de l'enfer, quand même, pendant des siècles, ça a quand même limité les gens dans la volonté ou l'aspiration à faire le mal. Au minimum, la crainte de l'enfer, au mieux, l'amour de Dieu, c'est encore mieux, hein, ou les deux à la fois. C'est ça, je veux dire, qui était quand même quelque chose de merveilleux finalement. Et lorsqu'on essaye d'imiter le Christ, quand on a cet idéal, même si notre propre médiocrité, notre propre
iniquité. Bon, je veux dire, évidemment, face au Christ, évidemment, il y a un fossé énorme. Il faut quand même essayer de tendre à cela, etc. C'est ça qui est magnifique. Or, je vois que tous ces pervers narcissiques, c'est le contraire qu'ils font, quoi. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je ne crois pas qu'on puisse rétablir quoi que ce soit sans morale et sans religion. Et aujourd'hui, le drame, c'est que vous n'avez plus ça. Et ça n'est pas d'aujourd'hui, puisque je me rappelle qu'il y avait un candidat, dont je ne dirai pas le nom, parce qu'il serait capable de me faire un procès pour diffamation, qui, pendant toute une série d'années, dans les 80-90, défendait la famille, les valeurs morales et familiales, etc. Je ne dirai pas de nom, mais je pense que les gens le reconnaîtront aisément. Eh bien, il s'avère qu'il a été candidat à une présidentielle il y a quelques années. Lors de la campagne présidentielle, une de ses maîtresses avait fait un chantage. Je l'avais su par son trésorier national, qui m'avait dit, je crois que c'était une soirée au Club de l'Horloge, d'ailleurs, j'avais rencontré comme ça son trésorier national, que je ne connaissais pas il y a une vingtaine d'années, et il m'avait dit, mais on a eu de grosses difficultés pendant la campagne présidentielle, parce que c'était un candidat qui avait une multiple maîtresse, et il dit, mais il y a une maîtresse qui fait du chantage, qui demande des sommes considérables, on est très ennuyés, et on a été obligé de casquer, on a été obligé de donner énormément d'argent pour étouffer l'affaire, je veux dire, parce que ça aurait déstabilisé l'homme politique en question, d'autant que le centre de sa campagne, en tous les cas de beaucoup de ses engagements, c'était quand même sur la défense de la famille, de la morale, de la vie, etc. Donc c'est ennuyeux. Oui, ce que je veux dire par là, c'est que c'est très ennuyeux lorsque l'on a des responsabilités publiques de premier plan, de se laisser aller à ce genre de débordement ou de dérive, et encore là, je dirais que c'était pas contre nature, c'est un moindre. Mais malgré tout, vous voyez, bon, ils ont réussi à étouffer l'affaire moyennant de l'argent, mais vous voyez à quel point, finalement, on s'embrouille dans le glauque et le sordide, hein. Et je vous renvoie au livre encore une fois, de Sophie Montagne sur le Rassemblement national. Franchement, je suis effrayé de voir, là, récemment, j'ai été aux obsèques d'un oncle qui était décédé, et j'étais content parce que j'ai retrouvé le village de mon enfance et de ma jeunesse, où j'ai vécu, dans l'est de la France, et j'étais heureux de retrouver, à l'issue de ces obsèques, eh bien, un certain nombre de camarades, de condisciples que j'avais, quand c'était pas eux, leurs parents, leurs proches, etc. Et j'étais frappé de voir, en les interrogeant, en savoir ce qu'ils devenaient, etc., s'ils avaient des enfants, etc. Et j'étais frappé de voir que la quasi-totalité d'entre eux, dont beaucoup pourtant avaient plus de qualité naturelle que j'en avais au départ, hein, très sympathiques, très gentils, tout ça, se sont mis dans des situations absolument épouvantables. À 30 ans, 40 ans, ils avaient déjà des enfants de plusieurs lits, des divorces, des séparations, ils s'étaient mis avec quelqu'un qui supportait pas les enfants qu'ils avaient qu'un autre, ou qui les frappait, ou qui les insultait, des gens qui se retrouvent au tribunal pour de garde d'enfants, des choses absolument épouvantables, alors qu'ils sont encore jeunes. Je veux dire, leur vie elle est déjà fichue. Si on peut reconstruire, si on peut sauver, mais c'est général. Chaque fois que j'interroge des gens, etc., je veux dire, aujourd'hui, il y a encore 40 ans, c'était pas ça, c'est inouï, quoi. La destruction de la famille, d'ailleurs, ça doit donner du travail aux généalogistes, hein, mais la destruction de la famille, de la morale, et l'instabilité générale, si vous voulez, des mœurs, des comportements, prend des proportions qui sont absolument hallucinantes. Sophie Montel me racontait, quand je l'ai vu au téléphone, tout ça, elle me disait, mais Florian Philippot, c'est effrayant, il pense qu'à chasser toute la journée. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des analyses politiques qui peuvent être intéressantes sur certains points, tout ça, mais la dimension que prend la sexualité, la conquête sentimentale, amoureuse, affective ou sexuelle, etc., chez lui, est tout à fait excessive chez un homme, indépendamment en plus de ses penchants. Je veux dire, la plupart des personnalités politiques, aujourd'hui, c'est ça, et des décideurs. C'est quand même absolument effrayant. Bon, là, quand même, si Asselineau ressemble au reste là-dessus. Oui, en ça, il est très moderne, on va dire. Non, c'est quelque chose comme, si vous voulez, quand même effrayant. Remarquez, moi je dois dire, pour être tout à fait honnête, que, bon, il est vrai que j'ai une notoriété très limitée, hein, modestement riverole, mais je dois dire que la petite notoriété des vidéos et tout ça, je dois dire que pour l'instant, je n'ai jamais croulé sous les demandes de séduction, sous les jeunes femmes ou tout ça. Complètement, j'en parlais l'autre fois à ma femme, j'ai dit, tiens, c'est bizarre, parce que je suis catholique, donc finalement, bon, je suis content, hein, c'est bien ainsi. Ma femme me dit, mais non, c'est ça. C'est pas ça, c'est pas ça du tout, c'est parce que t'es catholique, t'as vu ta tronche. Je dis, c'est humiliant ce que tu dis, je veux dire, c'est humiliant, je veux dire, pour ton mari. Et là, elle me dit, oui, mais tu sais, je disais l'adage, l'amour rend aveugle, le mariage rend la vie. Je veux dire, trêve de plaisanterie. Non, mais c'est vrai que fondamentalement, c'est vrai que moi, je crois vraiment quand on a des responsabilités publiques, il faut quand même faire attention. Si vous voulez, le drame, c'est que ça retombe sur tout le mouvement. Et moi, je pense vraiment, je le dis vraiment en toute franchise, j'ai beaucoup de sympathie, de compassion pour tous ces pauvres militants de l'UPR, qui sont vraiment sincères, qui ont parfois, je sais ce que c'est que militer dans un mouvement politique, on y croit, c'est souvent au détriment de sa famille, de ses amis, de ses loisirs, de son travail. On sait très bien que quand on fait de la politique de manière désintéressée, on ne gagne pas de l'argent, on en perd.
hein, ça c'est certain. Hein. Et donc, si vous voulez, il y a quand même un gain de temps, d'énergie, d'argent, de conditions qui est considérable. Et là, quand vous avez des choses comme ça, bah, vous vous sentez vraiment trahi, anéanti. Il y a beaucoup de gens, ils vont tout arrêter et on les comprend. Moi, je dois dire personnellement que si j'avais des jeunes gens ou des jeunes filles qui étaient désireux de s'engager politiquement, aujourd'hui, je vous le dis franchement, je le dis en toute sincérité, hein, je serais incapable aujourd'hui de leur dire faites confiance à tel mouvement, telle personnalité publique, engagez-vous, vous pouvez y aller, non pas aveuglément, mais enfin disons en quasiment toute confiance, etc. J'en serais incapable. J'en serais incapable parce qu'aujourd'hui, finalement, je ne vois quasiment personne en lesquelles on peut avoir vraiment confiance. Quoi. Parce que même quand il y a des choses positives, il y a quand même des choses qui ne vont pas dans les mœurs, dans certaines prises de position, etc. Et le problème, c'est qu'à un moment ou à un autre, ce genre de choses, ça finit par ressortir, quoi, si vous voulez. Et donc, c'est quelque chose qui est effrayant. Et encore une fois, bon, Saint-Louis, qui était notre plus grand roi, quand il a été élevé, sa mère Blanche de Castille lui dit « Je préférerais vous voir mort, mon fils, que de vous voir faire un péché mortel. Le péché, le mal, c'est grave. » Et on minimise ça. Ça a des conséquences catastrophiques, non seulement sur soi-même, pour les autres, sur le corps social. Donc, il faut tout faire pour l'éviter au maximum. Hein, rappelons-nous aussi Sainte-Jeanne d'Arc. On a fêté le centenaire de la canonisation cette année, et la loi Paresse, que dit-elle à ses soldats? C'est le péché mortel qui fait perdre les batailles. Voilà, le problème, c'est qu'on est dans une société qui repose sur l'inversion et on promeut le faux, le mal et le laid. Eh bien, il faut défendre le bien, le vrai et le beau. C'est ça il faut vraiment faire le contraire. Et donc, on ne fera rien avec des gens, si vous voulez, comme Asselineau, etc. Je suis désolé, on peut faire des interventions relativement construites, etc. Mais si après vous avez un comportement comme celui-ci, c'est terminé, c'est fini. Et oui, on prend toujours une société qui repose, dont on est du jour, qui repose sur le dialogue, le vivre ensemble. Mais au contraire, il n'y a jamais autant de gens tristes, de gens sous antidépresseurs, sous anxiolytiques, de gens esselés, le harcèlement au travail, le harcèlement partout. Eh bien, précisément, moi, je peux suivre de la joie, de la bonne humeur. Et puis aussi, parce qu'on est français, d'ailleurs, les restaurants vont bientôt rouvrir, un bon repas, une bonne bouteille de temps en temps, c'est aussi agréable. Hein. N'est-ce pas l'écriture qui dit que le bon vin réjouit le cœur de l'homme? Hein. Voilà, il faut, me semble-t-il, être dans cette disposition d'esprit face, encore une fois, à ce monde où plus rien ne tient debout. Et ça a été fait exprès, hein, pour rien. Ça, c'est voulu, hein, je veux dire. C'est le fruit d'un travail, hein, je veux dire, c'est évident. Hein. Et ce qu'on a vécu depuis 2 mois participe aussi de cela. Hein, donc, contre ce monde vétuste et morbide. Haut les cœurs, et à très bientôt, si Dieu veut. Vinum laetificat cur hominis,